Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Question toute bête. Je m'apprête à être enceinte ou je viens de tomber enceinte. Je souffre d'une dépression. Est-ce que j'ai une augmentation du risque de souffrir d'une rechute dépressive si j'arrête mon traitement ou si je le continue ? Je suis traité pour une dépression, je vais mieux, mais je tombe enceinte. Est-ce que j'augmente mon risque de rechuter si j'arrête mon traitement avant ou pendant la grossesse par rapport à quelqu'un qui le continuerait? Question vraiment toute simple. Bon. Donc il y a une équipe qui s'est proposée de faire une méta-analyse, une revue de la littérature scientifique et de compiler les données homogènes disponibles pour essayer de répondre à cette question. Et le résultat n'est pas très étonnant. De manière générale, il y a une augmentation du risque de 1,70. Donc vous avez 1,7 fois plus de risque de souffrir d'une rechute dépressive si vous arrêtez votre traitement avant ou en début de grossesse par rapport à si vous le continuez. Donc ça, c'est un risque. Alors attention, pour cette donnée-là, les pauvres, vraiment, ça me fait de la peine pour eux. On n'est pas statistiquement significatif. Ça se joue vraiment à rien du tout. C'est-à-dire que l'intervalle de confiance, elle est entre 0,97, donc presque 1, ça s'est joué vraiment à rien, et 3,10. Et donc avec un risque relatif de 1,74. Donc vous savez, quand l'intervalle de confiance passe 1, donc là elle est passée en dessous de 1, à 0,97, eh bien le résultat est considéré comme statistiquement non significatif pour un petit p qui voudrait être à 0,05. Alors petit p, il est à 0,06, les pauvres, avec vraiment un intervalle de confiance qui s'est joué à rien du tout, il est tout à fait probable et raisonnable de penser, qu'avec une puissance un peu plus importante, en recrutant un peu plus de patients, ils auraient atteint ce seuil de significativité, d'accord ? Avec un risque relatif de 1,74 et le nombre de patients qu'ils ont déjà, on peut légitimement, après il n'y a pas de certitude absolue, définitive, mais on peut légitimement penser qu'ils auraient atteint le seuil de significativité. Donc ça c'est pour la population générale. Après, quand on s'intéresse aux femmes qui ont des dépressions plus sévères ou récurrentes, alors là, par contre, le risque relatif augmente à 2,3 fois plus de risque, forcément. Et là, évidemment, l'intervalle de confiance est entre 1,58 et 3,35, donc largement au-dessus de 1 pour la fourchette basse, ce qui est tout à fait attendu, évidemment, aussi. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, on est d'accord, dans cette méta-analyse. On se doute bien que quelqu'un qui a souffert d'une dépression qui est relativement équilibré et qui arrête son traitement dans une phase de facteur de stress important, parce que je vous rappelle, la grossesse est un facteur de stress, que ce soit joyeux ou triste, ça ne dit pas si c'est un facteur de stress. Un facteur de stress peut tout à fait être joyeux, on peut tout à fait être très heureux d'être enceinte, et que ce soit un facteur de stress. Le corps ne nécessite pas de ressentir les choses comme tristes, pour que ce soit considéré comme un facteur de stress. Il y a dans la grossesse, il y a des troubles du sommeil, il y a des douleurs, il y a des machins, il y a des trucs, tout ça c'est des facteurs de stress, le corps réagit à cela, que ce soit joyeux, encore une fois, ou triste. Donc il est attendu, à vrai dire, que quelqu'un qui a fait des épisodes dépressifs, notamment sévères ou récurrents, et qui arrête son traitement dans une période de stress comme la grossesse, eh bien rechute plus que quelqu'un qui maintient son traitement, qui l'a aidé. Alors, vous allez me dire, c'est une lapalissade, il se fout de notre gueule, c'est évident. Bah oui, non mais d'accord, mais enfin c'est bien de le montrer, toujours. C'est toujours intéressant de le montrer. Et surtout, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des données un peu chiffrées pour dire aux gens, voilà, statistiquement, dans une situation lambda, dans votre situation à vous, donc lambda, vous avez 1,7 fois plus de risque, mais dans votre situation à vous, qui avez un trouble un peu plus sévère, un peu plus machin, un peu plus récurrent, eh ben c'est 2,3 fois plus de risque. Et puis les gens peuvent prendre leurs décisions en âme et conscience, d'accord ? Voilà, donc c'est important à prendre en compte. Pour ceux qui se posent des questions sur le risque pour le bébé de la prise d'antidépresseurs pendant la grossesse, je vous invite à regarder plein de vidéos qu'on a fait à ce sujet. Et je vous invite à ne pas écouter ce que raconte DataGull à ce sujet, qui est plein de fake news. C'est terrible, d'accord, d'ailleurs, que le service public se mette à publier des fake news, mais enfin c'est comme ça, vous savez, les fake news, voilà, tout le monde en fait, donc c'est la vie. Bon. Donc je vous invite à regarder les études sérieuses qui ont été faites sur les enfants ayant eu des antidépresseurs, enfin quand ils étaient dans le ventre de la maman, ou que la maman prenait des antidépresseurs, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rassurant que ce qu'on croit, et qu'il y a plusieurs molécules qui posent vraiment pas de problème sur risque notamment tératogène. Pour ceux qui veulent des données entre guillemets officielles,
c'est-à-dire pas forcément purement scientifique, mais plus administrative. Vous avez le CRAT, le Centre de ressources sur les agents tératogènes, qui liste les agents qui peuvent poser des problèmes de tératogénicité, de malformation par exemple, ou de troubles pour l'enfant à naître quand la maman prend un traitement. Et vous regardez les traitements fréquemment prescrits, comme la sertraline, comme la fluoxétine, etc. Vous allez voir notamment que même pour la sertraline, une femme peut être sous sertraline avant, pendant, après la grossesse, peut même allaiter sous sertraline. Bon, voilà, donc vous imaginez, on est loin des dangers que certains voudraient nous faire croire. Il faut évidemment toujours en discuter entre son docteur et le patient, en l'occurrence la patiente. Il faut exposer les choses très précisément. Il faut donner des données scientifiques aux patients pour qu'ils soient informés le mieux possible. C'est aussi à ça que sert cette association, notre association Food Normandie, une association de patients et de parents de patients, pour que les gens aient accès à des informations qui soient sérieuses, qui soient publiées, qui soient vérifiables, et non pas l'avis de tel ou tel journaliste du service public qui n'y connaît rien, qui croit s'y connaître parce que il croit être capable de lire la littérature. Bon, c'est comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est quand même, ce sera une bonne idée de vous abonner. Je vous vois, je vous connais là. C'est pas la première fois que je vous vois derrière l'écran. C'est pas la première fois que vous regardez une vidéo de la chaîne. Me dites pas le contraire, je vous ai reconnu, d'accord ? Bon. Donc c'est pas la première fois, et vous n'êtes toujours pas abonné, vous avez remarqué, vous n'avez pas cliqué sur le petit bouton abonnement, ni sur la petite cloche. Donc moi je vous dis, faites ce que vous voulez. Mais je vois bien dans votre regard là, que, il a pas tort. Il a pas tort, c'est vrai que c'est pas la première fois, c'est vrai que ça a l'air intéressant cette histoire, mais enfin bon, je sais pas trop. Je clique, et puis si après j'apprécie pas, je me désabonne, ça prend un clic. Donc abonnez-vous, ça prend qu'un clic, et vous pourrez vous désabonner avec un clic supplémentaire. Abonnez-vous, partagez les vidéos, commentez, likez, soutenez-nous. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye.